Sport, votre émission quotidienne sur Beurre FM et beurrefm.net. Évidemment, on n'oublie pas le Twitter de l'émission, le compte Time Sport. Beaucoup de football. Aujourd'hui, les amis, avec Manchester City qui risque de passer à la trappe en Ligue des Champions. Et la saison prochaine, on va voir de quoi il en retourne. On parlera de l'Olympique de Marseille. Est-ce la crise vraiment à l'Olympique de Marseille? L'OM également à l'honneur parce que, les champions de France des tifos, c'est l'OM, c'est les supporters de l'Olympique de Marseille. Bravo à eux au stade Vélodrome. On en parlera dans quelques instants. On aura un invité aujourd'hui, un acteur majeur du football africain, le centre de formation, l'école de formation Diambars. Notre invité, ce sera Pierre Mbass. Il sera avec nous tout à l'heure pour en parler du projet Diambars. Et puis on parlera bien sûr également du duel à venir, même s'il a déjà un petit peu commencé. Mediapro et Altis, ça sent le soufre pour l'attribution des droits du prochain contrat en Ligue des Champions. Ce sera probablement dans quelques années, mais déjà les premiers mots, les premières envies sont lâchées. On en reparle dans quelques instants. Go Time Sport. Time Sport. Mais tout d'abord, pour animer cette émission en ma compagnie, je vous présente les amis Saïd Hamda, journaliste chez Radio VL et consultant Time Sport. Évidemment, vous le connaissez. Salut Saïd. Salut Alex, c'est ça. Tous les lundis sur VL, les prolongations 20h, 21h. On vous y attend. Juan José Dorado, journaliste chez nos amis de CNews. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Muy bien. C'est chaud? Mais bien sûr. C'est chaud là, on va parler d'espagnol en plus tout à l'heure avec nos amis de Mediapro, mais tu nous en diras un petit peu plus parce que ce ne sont pas que des Espagnols justement. Mediapro, Juan José Dorado. À ma droite, nous avons le spécialiste de Bundesliga, manque de bol, on n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il a toujours un avis affûté sur tous les championnats, quoi qu'il arrive, et tous les sports. Évidemment, vous avez reconnu Nassim Boras. Salut Nassim. Bonsoir à toi Alex, bonsoir à tous. Tout va bien? Ravi d'être dans l'émission encore une fois, ravi de parler foot et autres sports. Et Mamadou Lamine Mané, consultant chez 2M Conseil, a un léger retard, mais c'est pas grave, il arrive dans quelques instants. Et nous aurons également autour de cette table notre invité, je vous le disais en titre, Pierre Mbass de chez Diambars. Venez vous asseoir avec nous. Vous êtes déjà arrivé. N'hésitez pas à prendre place autour de notre plateau, autour de notre table. Juste un petit coucou. Et puis on parlera avec vous plus profondément de ce projet Diambars qui dure déjà depuis quelques années. Bonsoir Monsieur Mbass, comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir. On va voir ce que c'est que Diambars tout à l'heure. Pour l'instant, on va parler de Manchester City. Les amis, c'est le ras-le-bol du jour. Time Sport, le ras-le-bol. Pourquoi le ras-le-bol du jour? Écoutez, Manchester City, on nous a appris récemment chez Mediapart que Manchester City pourrait être exclu de la prochaine saison de la Ligue des Champions. Pourquoi? Parce qu'apparemment, Manchester City aurait contourné les lois, les règles du fair play financier via son sponsor principal. Et le sponsor principal, évidemment, c'est le cher Mansour Dabou Dabi, le propriétaire du club qui fournit l'essentiel des ressources financières à Manchester City. Juan José Dorado. On parle ras-le-bol ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont arrangés ou il y a un favoritisme? Non, pour l'instant, il n'y a pas de favoritisme. Il va falloir attendre. C'est vrai que jusqu'aujourd'hui, le seul club qui a été sanctionné et exclu de la Ligue des Champions, c'était Galatasaray. Même la Roma, qui aurait dû ne pas jouer cette année, est allée en appel et elle se retrouvait en Europa League. Donc, mais c'est vrai que là, on parle des gros sous, mais surtout, on parle de quelque chose de récurrent, puisque en 2014, Manchester City avait déjà été donc sanctionné par le fair play financier. Il y avait eu à l'époque une lourde amende qui à l'époque était de 71 millions, mais qui était laissée à 21 ou 22 millions d'euros, à condition de ne pas retomber dans les mêmes travers. Et voilà qu'on apprend effectivement par Mediapart qu'ils auraient réédité ces exploits financiers pour éviter le fair play financier. Donc, est-ce qu'il y a du favoritisme? Je disais peut-être pas encore, on verra ça dans quelques semaines ou dans quelques mois. Est-ce que l'UEFA sera-t-elle capable d'aller sanctionner un gros club, sachant que derrière ce club pourrait se retourner contre elle, hein, parce qu'il y a un manque à gagner. N'oublions pas, c'est du foot, c'est du sport, mais c'est aussi du business.
Et le manque à gagner, ça peut vous mener devant un tribunal. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'ils sont en danger, comme entre guillemets aussi, le PSG, ce sont pas les seuls donc à être poursuivis entre guillemets par nos amis du fair play financier. Saïd Hamda, tu es très chaud sur le sujet, tu avais beaucoup de choses à nous dire, c'est ce que tu m'as dit avant justement de démarrer cette émission. Tout à fait. Mais Juan José a bien synthétisé un petit peu toute la problématique Manchester City, mais je vais aller un petit peu plus loin dans la continuité pour pas le paraphraser. Je suis pas sûr que la sanction sportive soit une bonne nouvelle pour l'UEFA et pas pour Manchester City. C'est vrai que Manchester City a déjà déconné entre guillemets en 2014 et ils ont été sanctionnés pour ça. Ils avaient fait appel, ils avaient une amende minorée. Mais les exclure de la compétition, ça veut dire exclure 22 très bons joueurs parce qu'on sait la qualité des joueurs de Manchester City et je trouve que c'est pas une bonne idée pour le niveau de la compétition. Même si je vois que Alexander Seferin là aujourd'hui à Dublin a voulu montrer l'écran à dire qu'on ne tolérerait pas ça et que même si aussi grand Manchester City soit-il, on va les sanctionner. Je suis pas fan parce que déjà ça va faire partir les joueurs de Manchester City s'il y a une sanction, ils vont vouloir aller ailleurs forcément et surtout, j'ai perdu mes mots. Surtout. Ça va revenir. Eh oui, je vais donner la parole à quelqu'un. Allez, je transfère la parole à notre invité qui est déjà là. Il est arrivé à l'heure. Pierre Mas de chez John Bars. On en parlera tout à l'heure de John Bars dans la deuxième partie de l'émission. Pierre, qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'on doit sanctionner, est-ce qu'on doit exclure à chaque fois sous prétexte qu'un grand club qui a un retard à rattraper vis-à-vis des autres très grands clubs européens qui sont déjà installés depuis 50, 60 ans, 100 ans, un club comme Manchester City ou un club comme le PSG essaie de rattraper son retard financier grâce à on va dire, des sponsors, on va dire un apport financier extraordinaire dans le sens propre du terme. Un État vient aider un club pour qu'il avance et qu'il rattrape le retard face au Real, face à la Juve, face au Barça, entre autres. Est-ce qu'on doit exclure ou pas Manchester City ? L'exclusion, c'est peut-être une sanction un peu trop lourde à mon goût. Par contre, une bonne sanction financière et peut-être l'interdiction de recrutement éventuellement pendant 2 saisons, pourquoi pas. Une sanction sportive avec une exclusion, ça serait quand même très très difficile à la fois pour le niveau de la compétition et puis, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, sanctionner une équipe de cette qualité, ça, à mon avis, ça apporterait une mauvaise image à la Ligue des Champions. Ça y est, justement, tu as retrouvé tes mots. C'est beau, j'ai retrouvé mes mots. Un petit peu de réflexion que je vous avais laissé sur le et surtout, Manchester City n'est pas le seul à avoir ce genre de pratique. On a vu que le PSG était accusé de faire ça. Il y a d'autres clubs peut-être comme Monaco qui le font aussi. Donc c'est pas une exclusivité, c'est pas inédit. Donc il y a d'autres clubs qui le font et surtout si ces clubs-là le font là, c'est parce que le fair play financier n'est pas totalement réglo vis-à-vis des nouveaux riches qui veulent aussi rentrer dans la cour des grands et ça laisse les 8 top clubs tout seuls dans la grande marche et malheureusement ces clubs-là aussi veulent la Mano Negra. Voilà, mais ces clubs-là veulent aussi intégrer les top européens et ça passera par là. Si on les bride trop d'un point de vue financier, ils vont pas réussir à progresser, donc ils se disent autant prendre ce genre de risque et avoir des amendes financières parce qu'il n'a jamais été question de sanctions sportives. La pire sanction jusqu'à présent donnée, c'était des interdictions de recrutement. Donc quand on réfléchit rationnellement, on se dit une interdiction de recrutement, vu l'effectif qu'on a, ou une interdiction financière qui ne pose pas spécialement de problème, et ben on peut se permettre de prendre le risque si ça nous permet d'intégrer le top 8 européen. Nassim Boras, qu'est-ce qu'ils en pensent tes amis au Bayern Munich, Léo Lyonnais et compagnie? Oliver Kahn qui sera peut-être bientôt à la tête du club. Peut-être. Ils sont pas contents à mon avis d'entendre qu'il y a des passes droits pour certains. Mais moi en fait je suis pas très content dans le sens où déjà je voulais revenir par rapport à ce qui a été dit un peu plus tôt. C'est pas parce que Manchester City ou le PSG ne participe pas à la Ligue des Champions pendant 1 an ou 2 que le niveau de la compétition va baisser. C'est pas le PSG et Manchester City qui font la Ligue des Champions. T'as pas Neymar, t'as pas Mbappé, t'as pas Agüero, t'as pas toutes ces stars-là. C'est un manque à gagner quand même d'un point de vue. Mais ça va pas être un aussi grand manque à gagner que si par exemple ça aurait été le Barça, le Real, même Manchester United. On n'est pas loin, Nassim. Regarde, si t'enlèves juste Manchester City et le PSG, t'as déjà quasiment 35 joueurs de top niveau qui ne participent pas à la compétition européenne. Mais c'est pas non plus quelque chose d'indispensable. Dans le terme d'indispensable, personne n'est indispensable. Et c'est bien ce que je dis. Si tu vires Manchester City ou le PSG pendant 1 saison ou 2, c'est pas une catastrophe. Après, moi je pense que l'UEFA devrait enfin aller appuyer sur le champignon et passer à vitesse supérieure pour
concernant les sanctions, parce que ça fait 5, 6, 7 ans qu'ils nous bassinent avec oui, on va peut-être les exclure parce que il y a des magouilles avec le fair play financier. Des arrangements peut-être. Oui, on peut jouer avec les mots, mais bon, ça reste quand même un contournement. Après, il faut que l'UEFA mette les choses au clair. Est-ce que le PSG et City ont enfreint les règles? Dans ce cas-là, ils doivent être punis. S'ils les ont pas enfreints, ils continuent la compétition. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais après, ça m'énerve un peu le jeu des chaises musicales avec l'UEFA. Ils savent pas sur quelle pièce mettre avec ces clubs-là. Mais soyons honnêtes. Le PSG et City seraient des clubs d'Europe de l'Est perdus qui sont qualifiés pour la première fois en Ligue des Champions. Ils auraient été punis direct. C'est clair. Mamadou, déjà bonsoir, tu nous as rejoint autour de cette table évidemment. Bonsoir à tous, vous allez finir par croire que je le fais exprès, mais je suis pris, je sais pas, je suis la cible des embouteillages en ce moment. On attend toujours le meilleur. Le meilleur, c'est toujours dans l'attente. Donc toi, tu nous fais un petit peu attendre et voilà. C'est quand même exagéré. On va finir par croire que c'est plus une légende. Mamadou, Nassim nous dit, s'il y a fraude, il y a sanction. Est-ce que la sanction doit être obligatoirement une exclusion pour ces clubs-là? Moi, je vais essayer de pas répondre à ta question, parce que j'essaie d'aller encore plus loin. Moi, cette histoire de fair play financier, c'est du bluff. Pour moi, c'est du bluff. Ouais. C'est du bluff qu'on avance aujourd'hui pour faire plaisir à certains, pour effectivement ménager la chèvre et le chou. On sanctionne, mais on sanctionne pas complètement. On menace, mais on va pas au bout de la menace. Pendant ce temps-là, les clubs concernés, PSG, Manchester City dont on parle, sont encore là. Alors, ils ne sont ni sanctionnés, on les menace. De l'autre côté, ça fait plaisir aux barons qui étaient assis autour de la table avant que ces clubs-là arrivent. Donc, le fair play financier, jusqu'à aujourd'hui, personne ne tranche. Il faudrait soit le supprimer ou aller au bout de la sanction. Quand on édicte des règles, on va jusqu'au bout. Il y a une loi, il y a des sanctions. Mais on va pas au bout des sanctions. Alors, on est là en train de menacer, on n'y va pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est on a besoin, malgré tout, on peut dire ce qu'on veut. Cette manne financière qui arrive de ces États-là, on peut ne pas les aimer comme nos amis. Mais on en a besoin. Mais on en a besoin. Est-ce que tu vois l'UEFA demain se séparer de cette manne financière qui arrive? Mais c'est quasiment impossible. Alors ça veut dire que d'accord, on va faire plaisir au Barça, au Real, au Bayern de Munich, et on va enlever ces milliards qui sont possibles. Mais on est dans un football qui est complètement libéral. Et ces États-là emmènent de l'argent. Quitte à les remplacer, là oui, peut-être on pourra parler d'autre chose, mais jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas qui peut emmener une telle manne financière, et l'UEFA est trop près de ses sous pour pouvoir se séparer aujourd'hui du PSG comme de Manchester City, donc elle n'ira pas à les sanctionner au bout. Nassim, la menace sans sanction. Nassim, tu voulais rebondir rapidement avant de donner, pour finir la parole à Juan José. Les paroles qui sont sorties dans ce plateau me rappellent en fait toutes les images qu'on a sur le fair play financier. On a l'image du fair play financier comme l'ordre qui est arrivé pour en fait satisfaire les grands barons du football européen. C'est pas exactement ça. Le football, le fair play financier à la base, ça reste quand même quelque chose qui est là pour essayer d'apporter un peu une odeur de sainteté aux finances du football qui commence un peu à partir en cacahuète. Ça commence à partir à coût de 200 millions, 300 millions, et on peut se dire comme quoi cet argent peut être une bonne chose pour le foot, mais ce n'est pas forcément le cas, parce qu'il n'est pas redistribué de la bonne manière. Le fair play financier à la base, c'est quoi? C'est tout simplement qu'un club ne doit pas forcément dépenser plus qu'est-ce qu'il a gagné au cours de sa saison, au cours des saisons précédentes. C'est pour éviter forcément, du coup, une sorte c'est pas forcément pour éviter qu'un club sorti de nulle part avec des finances incroyables puisse émerger. C'est tout à fait possible. Le RB Leipzig l'a montré en Allemagne. On peut très bien avoir des finances incroyables et monter en Bundesliga et même en Ligue des Champions. Tout ça est possible. Par contre, c'est la gestion de cet argent qui pose problème. Et la gestion du PSG et de Manchester City pose problème. Juan José, ce sera le mot de la fin pour toi. Vas-y. Effectivement, on a sanctionné à cause du fair play financier. Je vous ai parlé des Galatasaray, de la Roma, même si elle a été repêchée pour la Europa League par une décision d'un tribunal, mais il y a quelques années, et il y a Malaga qui était en Europa League, qui a été sanctionné et qui a été pendant 2 années exempte de pouvoir jouer des compétitions européennes. Et puis il ne faut pas non plus systématiquement penser qu'il y a une mano negra derrière tout ça, et que c'est les grands qui veulent le faire. Le fair play financier au niveau européen, mais aussi au niveau des différents ligas, a permis, par exemple, parce que l'Espagne a copié le système français et a permis d'assainir les finances des clubs espagnols qui étaient en perdition. Avec une DNCG, comme l'équivalent d'une DNCG. Tout à fait, on a copié le système français et ça a marché. Et donc le fair play financier, quelque part, est nécessaire, peut-être pas effectivement, pas exclure les équipes, mais rappelons-nous tout simplement, le PSG a été aussi sanctionné avec pas une interdiction de recrutement, mais limité à 60 millions à un moment donné, ce qui a permis aussi au PSG d'assainir aussi un peu ses finances, parce qu'effectivement, le chéquier du côté de Manchester ou du PSG n'est pas le même
que celui du Barça ou du Real, pour ne parler que des équipes espagnoles, mais il y a aussi la Juventus qui a les mêmes problèmes. Nassim nous disait, ce sera notre dernière minute avant de partir vers une courte pause, nous disait que c'était pas grave finalement si on sanctionnait, on excluait ces clubs, mais tout de même, Mamadou, rapidement, toi qu'est-ce que t'en penses? On exclut Mbappé, on exclut Neymar, on exclut tous ces grands joueurs-là, ça modifie aussi la course au Ballon d'Or, ça modifie un petit peu l'histoire du foot, voilà, le spectacle aussi pour les supporters. Là, si on parle de club, ces joueurs-là trouveront toujours un club, c'est pas le souci. Ils vont devoir partir de ces clubs, non, Alex, bien sûr qu'ils partiront, tu sais comment ça se fait. Non, je dis pas un club comme le PSG avec une seule saison sans Europe. Non. Bien sûr, non. Mais ces joueurs-là peuvent aussi être tentés de pouvoir partir. Parce qu'ils n'auront pas la Ligue des Champions derrière, parce que derrière, pour eux, il y a plein de choses qui en dépendent. Eh bien, merci à tous, chers amis, pour ce premier débat. Une petite courte pause, et on revient dans quelques instants. 18h-19h, Time Sport avec Alexandre Seban sur Beurre FM. 18h-19h, Time Sport avec Alexandre Seban sur Beurre FM. Bienvenue à tous les amis, si vous nous rejoignez dans votre émission Time Sport, la quotidienne qui parle de tous les sports sur Beurre FM, beurrefm.net, le compte Twitter Time Sport évidemment, et puis Beurre FM étant une radio nationale, vous êtes sur le 102.9 si vous nous écoutez du Mans en voiture ou chez vous, vous êtes sur le 90.8 à Bastia là-bas, sur l'île de Beauté, et puis si vous avez voulu voir Vierzon comme dans la chanson, elle a voulu voir Vierzon, elle a vu Vierzon, Jacques Brel, bah oui, 89.1 les amis, absolument. 89.1. On en parlait dans le classique. Nous en tout cas, on va s'intéresser non pas à Vierzon, non pas à Jacques Brel, mais à monsieur Pierre Mbass, c'est l'incroyable mais vrai. Time Sport. Bonsoir Pierre Mbass, comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien. Responsable des partenariats chez Diambars. Tout à fait. Diambars, ça parle peut-être à l'oreille de certains de nos auditeurs, mais peut-être que certains et certaines ne vous connaissent pas. Qu'est-ce que c'est que Diambars? Rappelez-nous un petit peu, faites-nous un petit peu l'historique de cette association ultra importante. Alors, Diambars, c'est une association qui a été créée en 2000. Donc c'est ce qu'on appelle une ONG parce qu'elle a une vocation internationale, qui a été créée par des anciens footballeurs professionnels. Qui sont donc Bernard Lama, qui en est le président, Patrick Vieira, Jimmy Adjoviboko, qui en est le directeur général, et qui est un petit peu le cerveau, on va dire, de ce projet. Et puis Saher Seck, qui est l'actuel président de la Ligue de foot professionnelle au Sénégal. Et pourquoi ont-ils créé Diambars? Alors, deux raisons essentielles. La première, c'est les problématiques de déscolarisation des jeunes footballeurs. Parce qu'on ne le sait pas forcément, mais du fait du miroir aux Alouettes, énormément de jeunes sont convaincus qu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'école pour jouer au football et que forcément, quand ils réussiront, on oubliera toutes les années qu'ils ont loupé au niveau scolaire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui est une raison qui est valable aujourd'hui avec le problème des migrants, c'est le problème d'expatriation sauvage des jeunes footballeurs. L'idée, c'était de se dire, il faut mettre sur place en Afrique des conditions de pratique qui permettraient aux jeunes non seulement de se réaliser sur le plan sportif, mais surtout d'être accompagnés sur le plan académique. C'est donc la vocation de Diambars. Diambars qui se situe au Sénégal. Au Sénégal, à Saly. À Saly. Mbour, donc sur la côte. Comment vous, personnellement, avez rejoint cette aventure Diambars? Alors c'est toujours une histoire de rencontre, une rencontre d'hommes. J'ai eu la chance de croiser déjà Bernard Lama et Jimmy Adjoviboko en 1994 au jubilé de Joseph-Antoine Bell au Cameroun. Ensuite j'ai revu Bernard, je crois que c'est en 2001, et j'ai rencontré à nouveau Jimmy Adjoviboko quelques années plus tard, et ils m'ont proposé gentiment de les rejoindre au moment où ils lançaient leur premier programme sur la France, qui est le programme StatSup qu'on a lancé au Stade de France en 2008. Donc je les ai rejoints officiellement en 2007. Le slogan de votre association Diambars, c'est « Faire du foot passion, un moteur de l'éducation ». En réalité, vous, votre but, c'est de former des enfants, de leur remplir l'esprit, leur remplir la tête, faire des têtes bien faites, tout à fait, plutôt que de nous sortir peut-être le prochain Eto'o, le prochain Touré Yaya ou le prochain grand joueur africain. En réalité, c'est l'ensemble de la promotion doit surtout sortir de l'école avec un métier.
Alors, pas forcément avec un métier. L'un n'empêche pas l'autre. Nous, on pense qu'on peut avoir à la fois la tête bien faite et être un bon footballeur. On peut allier les deux. On travaille avec les jeunes sur ce qu'on appelle un projet de vie. C'est pour ça que nos jeunes, on les appelle les champions de football, champions de la vie. L'idée, c'est quoi? C'est que il faut qu'ils comprennent que le football, ça ne dure qu'un temps, finalement, dans une vie. Et finalement, c'est pas grand-chose. C'est une dizaine d'années on va dire, pour les meilleurs. Une carrière moyenne, bien sûr. Et comme ils n'auront pas tous vocation à devenir des footballeurs professionnels, en plus la plus grande majorité, l'idée c'est de leur permettre de se réaliser, d'avoir un parcours scolaire qui leur permette ensuite soit de poursuivre des études supérieures, soit de s'orienter vers des métiers et qui leur permettront de vivre décemment. John Mars, vous l'avez dit, c'est au Sénégal, c'est à Saly. Est-ce que c'est en train de se décliner dans d'autres pays africains et pourquoi pas même dans des pays européens? Après tout, quelque part, il y a aussi beaucoup de jeunes qui veulent devenir footballeurs en Europe, en France par exemple, et qui pensent que lorsqu'ils entrent dans un centre de formation, eh bien, ça suffira à leur grandeur finalement. Mais en réalité, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Alors, il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Alors, on est programme référence UNESCO. Sur l'Afrique, c'est le Sénégal, évidemment, qui est le laboratoire, puisque l'Institut a ouvert en 2003. Donc, ça fait 15 ans aujourd'hui. Et on a ouvert un centre aussi en Afrique du Sud en 2010, qui a été inauguré pendant la Coupe du Monde. Il y a des projets qui ont été lancés en France depuis 2008, dans ce que je disais, d'abord au Stade de France, mais aussi au Stade Vélodrome à Marseille, au Stade Bollard à Lens, au Matmut Atlantique à Bordeaux, un peu plus récemment. Et par ailleurs, on est présent sur les DOM, notamment la Martinique et la Guyane, avec de temps en temps des interventions où on va présenter nos projets dans des pays qui en feront la demande, sur le Maroc, sur la Côte d'Ivoire, sur le Brésil, puisque vous parlez de l'international, notamment dans l'État de Bahia, où on a régulièrement été intervenir sur toutes les questions de formation et d'éducation pour les jeunes footballeurs. Nassim Bourras a une question, je crois, qui veut vous demander si vous faites LV1 ou LV2, l'allemand ou pas. Pourquoi tu veux revenir sur l'Allemagne? Je plaisante. Non. Surtout que je suis marocain, donc je viens du continent africain, et que ça me fait très plaisir de vous entendre parler de cette association. Je voulais vous remercier parce que c'est quelque chose de beau et que ce genre d'initiative est aussi rare qu'intéressante pour le continent africain. Mais j'ai l'impression que vous vous retrouvez face à un énorme problème, parce que l'un des problèmes majeurs des jeunes footballeurs africains ou des gens qui tentent de le devenir, c'est surtout le fait qu'ils soient aveuglés par l'avenir doré qu'il y a en Europe, et surtout les agents qui leur promettent des choses incroyables avec ces transferts d'argent, ces transferts de joueurs, parce que c'est malheureusement dur à dire, et c'est une triste vérité, c'est que ces joueurs africains, ces jeunes africains sont vus comme de la marchandise pour beaucoup d'agents, pour beaucoup de clubs même, qui installent des centres de football en Afrique, mais qui n'ont aucune roue de secours pour les joueurs qui ne sont pas amenés en Europe. Je voulais savoir comment vous faites face à ces jeunes quand vous leur expliquez comme quoi il faut avoir un diplôme, mais que derrière il y a la promesse d'un contrat doré et la promesse de devenir un Didier Drogba, un Sadio Mané. Comment faire pour leur expliquer que l'éducation peut avoir un intérêt pour eux? Alors, pour répondre à votre question, je vais répondre en 2 points. Tout d'abord, le miroir aux alouettes de la carrière de footballeur professionnel. Initialement, on a beaucoup parlé des jeunes footballeurs africains. Malheureusement, la question se pose aussi ici, en France. On le voit avec des jeunes qui sont déscolarisés de plus en plus tôt parce qu'ils sont convaincus de devenir des footballeurs. Ici aussi, c'est de la marchandise. Les jeunes qui rentrent dans les centres de formation. Alors, pour savoir comment on fait, c'est très simple en fait. L'idée pour nous, c'est de mettre les jeunes dans les meilleures conditions possibles. Donc, notre institut en Afrique du Sud, au Sénégal, il est digne de ce qu'on peut trouver de mieux ici. On est sur 15 hectares, on a une capacité d'accueil de 300 lits, il y a 6 terrains, 5 terrains synthétiques, un terrain en herbe, il y a une piscine. Ils sont vraiment dans des conditions optimales. Donc, on leur montre qu'on les prend en considération, d'abord, mais quand ils viennent au centre et qu'ils sont convaincus qu'ils vont faire du foot à longueur de journée, on leur explique qu'ils consacreront 70% de leur temps à l'éducation et 30% aux sportifs. Voilà. Au début, ça râle un petit peu, mais ces conditions, ils ne sont pas forcément sûrs de les trouver ailleurs. Donc, ils acceptent
quelque part ce contrat moral qui fait qu'on va les accompagner pendant 5 ans. Pendant ces 5 années, on va les accompagner sur le plan sportif. De quel âge à quel âge vous avez dit ? De 13 ans à 18 ans. 13 à 18 ans. On va les accompagner sur le plan sportif, mais on va aussi les accompagner sur le plan académique. Et pour nous, c'est ça le plus important. Derrière, on n'aura pas forcément du 100% de réussite, mais pour nous, l'objectif, c'est de faire qu'il y ait 10% de jeunes qui passent professionnels en Europe et qu'on puisse accompagner les autres vers un cursus universitaire ou vers une formation. Juan José Dorado, una pregunta, une question. Non, mais c'est très intéressant, effectivement, quand vous avez parlé des exploitations sauvages de ces jeunes qui souvent partent en Europe. Tout ça, c'est très bien, mais est-ce que vous arrivez à les suivre quand ils partent en Europe ? Est-ce que vous avez des accords avec des centres de formation français qui vous permettent justement de les faire venir en France dans des bonnes conditions ? C'est souvent en France que ces jeunes joueurs viennent. Donc, est-ce que vous pouvez les suivre justement après qu'ils partent, ou même s'ils partent sans votre accord, entre guillemets ? Alors, d'abord, ils partent avec notre accord, puisqu'ils partent à 18 ans. Nous, on tient à respecter les mécanismes de compensation de la FIFA, donc ils peuvent partir qu'une fois qu'ils sont majeurs, donc ils partent à 18 ans. On n'a pas d'accord spécifique avec des clubs, même si on est en train de discuter avec un club de Ligue 1 en ce moment. On n'a pas d'accord spécifique pour l'instant avec des clubs, mais la plupart de nos jeunes sont quand même passés, ceux qui sont venus en France sont passés par le Nord, et notamment par le LOSC. On en a 6 qui sont passés par le LOSC. Vous pouvez nous citer quelques joueurs qui sont passés par chez vous, qui sont devenus des professionnels ? Alors aujourd'hui, les joueurs emblématiques, dont ici Sagana Gay qui est à Everton, qui est passé par le LOSC. On a Pape Ndiaye Soiré qui est passé par le LOSC aussi et par Reims, qui est actuellement à Crystal Palace. On a Karam Bodj qui était à Anderlecht, qui est actuellement au FC Nantes. On a Saliusis qui était à Valenciennes, qui doit être à Angers, de mémoire. Il y a d'Afrique du Sud, de Diambars, Afrique du Sud, on a Lebo Motiba, qui est l'actuel avançant de Strasbourg, qui est passé par le LOSC aussi, et qui avait été prêté à Valenciennes il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que je peux vous citer d'autre ? On a Papa Lundiaï, qui est à Galatasaray, et puis on en a d'autres qui sont en Norvège. Il y en a, voilà, là vous avez donné une petite dizaine d'exemples, ouais, sur une masse, certainement d'enfants, 10 joueurs qui sortent pro, oui. Ça représente quoi, 1000 élèves au total? On est sur 10% à peu près de taux de 10% de jeunes qui passent professionnels, ce qui est une bonne moyenne pour un centre. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui poursuivent des études supérieures. On a quand même une bonne dizaine de jeunes aujourd'hui qui sont dans des filières sport-études universitaires aux États-Unis, dont un qui s'appelle Thiam Abdou Mbake, qui marche très très fort, qui a été élu athlète de l'année, qui est à Yukon, et à qui on souhaite le meilleur. Hein. J'espère qu'il va être drafté peut-être en MLS, qui sait. Voilà, donc ils continuent à pratiquer leur passion, parce que c'est une passion, mais parallèlement ils ont compris que les études étaient importantes. Ça aide à une question. J'ai un petit peu une double question. Premièrement, quelles sont vos ambitions sur le court et moyen terme? À quoi vous vous attendez là sur les prochaines années? Est-ce que vous regrettez pas un petit peu que cette initiative ne soit pas arrivée plus tôt, parce que c'est un petit peu tardif? Est-ce que vous auriez aimé avoir ça peut-être 10-15 ans plus tôt? Alors, comme je ne suis pas l'initiative du projet, je ne peux pas répondre à cette question. Par contre, ce que je peux dire, c'est que non, c'est pas. Je pense qu'on est dans le bon timing. La question, c'est quels sont les relais. Tout à l'heure, tu posais la question, Nassim, du fait que les structures d'accueil ou d'accompagnement des centres de formation en Afrique n'étaient pas forcément structurées pour accompagner ces jeunes-là. Ben, on s'aperçoit que quelque part, on a fait des émules, puisque de plus en plus de centres se structurent et commencent à aborder aussi ces questions d'éducation sportive. Exactement. Il y en a de plus en plus. Ben, au Sénégal, il y en a déjà 2-3 qui sont concurrents, qui s'adossent à des clubs professionnels en France. Hein. Je peux citer Génération Foot qui a sorti Sadio Mané, qui est adossé au FC Metz. Il y en a un ou deux autres. Et progressivement, je pense que si on a envie d'attirer des jeunes de qualité, il va falloir que les centres se structurent et proposent autre chose que simplement le football pur. Quoi. Pour ne pas être trop frustré, si vous me permettez, je vous invite à rester encore quelques minutes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Si vous me permettez, les amis, on garde Pierre Mbas, on lui pose encore quelques questions au sortir de cette deuxième petite respiration dans l'émission, afin
train d'avoir toutes les questions peut-être à lui poser. Il n'est pas là forcément souvent avec nous, puis on essaiera de suivre le programme de Time Sport. On parlera un petit peu de l'Olympique de Marseille tout à l'heure, de Media Pro qui va acheter la Ligue des Champions dans quelques années, on verra. Allez, Time Sport, ça revient dans quelques instants. Restez avec nous sur Beurre FM. 18h-19h, Time Sport avec Alexandre Seban sur Beurre FM. 18h-19h, Time Sport avec Alexandre Seban sur Beurre FM. Allez, on continue, on reste avec notre invité Pierre Basse, responsable des partenariats chez Jean-Bars. Pierre, évidemment le savoir-faire du centre de formation footballistique, au sens footballistique du terme, de Jean-Bars est reconnu partout aujourd'hui en Afrique et en Europe, on va dire dans le monde, pour élargir. Est-ce que vous avez pensé à travailler quelque part avec des agents pour protéger justement les joueurs qui partent de chez vous, qui sont un petit peu livrés à la nature par la suite, justement pour leur certifier, on va dire, une garantie Jean-Bars, un label Jean-Bars chez ces agents-là, voilà, tu peux travailler avec tel et tel, tu seras bien pris en charge. Est-ce que ça existe déjà, ce genre de choses? Alors, je vais vous faire une confidence. On a même essayé de créer on avait créé une agence à l'époque pour essayer de suivre nos jeunes. Et en fait, on s'est aperçu que c'est un métier à part. C'est pas notre métier. On ne sait pas faire. Donc, on s'appuie épisodiquement sur certains agents qu'on connaît par-ci par-là. On n'a pas d'accord spécifique avec des agents, sachant qu'en plus, les jeunes, quand ils quittent le centre, c'est un peu comme quand on quitte papa et maman, ils ont besoin de couper le cordon ombilical pendant quelques temps. Émancipation. Voilà, exactement. Donc, on les laisse aussi, on leur laisse cette liberté de choisir. Après, quand ils nous sollicitent, on leur recommande peut-être telle ou telle personne. Mais on n'influe pas après sur les choix qu'ils vont faire de l'argent. Une dernière question en ce qui me concerne, je laisserai la parole à Juan José. Les autorités locales, que ce soit au Sénégal, en Afrique du Sud ou ailleurs, vous aident financièrement ou moralement peut-être Financièrement, nous n'avons aucune aide des autorités locales. En Afrique du Sud, si on avait reçu une aide de la province du Gauteng qui couvre Johannesburg et Pretoria. Par contre, au Sénégal, la principale aide qu'on a reçue du gouvernement, c'est la mise à disposition du terrain et la mise à disposition des enseignants que nous rétribuons. Par contre, c'est la seule aide dont on a pu bénéficier, qui est déjà une aide qu'on apprécie beaucoup. Prendre aussi une dernière question et on passe à la suite après. Vous avez tout à l'heure parlé justement du fait d'avoir des contacts avec des équipes de la Première Ligue, de Ligue 1 en France. Quand vous n'êtes pas encore d'accord, mais quand vous parlez avec eux, est-ce que vous sentez chez eux un vrai intérêt par les projets? Est-ce qu'ils sont intéressés? Beaucoup de vos joueurs sont passés par le Nord, par le LOSC. Mais est-ce que vous sentez chez les autres équipes de Première Ligue, de Ligue 1, Ligue 1, cet intérêt? Alors l'intérêt sportif, on le sent, même si l'intérêt du projet globalement, chez 2-3 clubs qui s'intéressent au projet peut-être un peu plus, puisque nos jeunes ont eu l'opportunité de faire des essais à Lyon, à Marseille, en fait des clubs qui s'y intéressent plus ou moins. Maintenant, c'est pas non plus la panacée. Les clubs de Ligue 1 n'ont pas vocation à faire du social, comme on dit. Donc c'est pas forcément la première chose qui les intéresse quand ils s'intéressent à Jean-Bars. Ceci dit, il y en a quand même 3-4 qui se penchent sur ces questions-là. Oui, mais pour aller justement un peu plus loin que cette question que soulève Juan José, la Fédération française de foot, alors certes, qui n'a pas dans son ADN le fait de guider plus ou moins telle ou telle association, mais un projet comme celui-là, quand on voit effectivement toutes ces difficultés, toutes les problématiques qui sont liées au football hexagonal, est-ce que, je sais, parce qu'on en a déjà parlé ensemble, qu'en est-il des relations avec la Fédé, des programmes RSE que vous avez effectivement pu porter auprès de la Fédé et voir quel est le retour? Ça avance pas? Parce que ça peut être de la matière que vous emmenez à la Fédé qui elle-même ne peut le dupliquer dans tout, parce que la Fédération française de foot a un programme RSE. RSE, ce qui veut dire responsabilité sociale et environnementale. Merci pour les auditeurs. Voilà, donc on rentre dans tout l'aspect pédagogique, tout l'accompagnement qu'on peut faire autour du foot, qui en a besoin. On a aussi traversé l'histoire de manquements, et avoir un programme comme Jean-Bars aujourd'hui, qui peut être un étendard, au moins avoir une plateforme
quitte à la dupliquer, mais s'en servir. Et j'ai l'impression que c'est un peu mis de côté, qu'on veut pas le voir. Ou... le faut savoir, c'est qu'il y a des sujets qui sont des sujets un peu poil à gratter et qui intéressent pas forcément les institutions du football. Mais ceci dit, on a des rapports très courtois avec la fédération, avec la 3F, mais on les sollicite. Pour l'instant, les retours sont... on n'a pas de retour officiel, mais on sait on leur a déjà dit qu'on est à disposition pour mettre tout notre savoir-faire, notre expertise à leur disposition. Après, bon, voilà, on ne peut pas faire plus que ce qu'on a fait. On les a sollicités plusieurs fois, on en a déjà rencontré une ou deux fois, il n'y a pas eu de suite. Donc on attend. La vraie dernière question. Voilà, dernière. En plus, je vais juste revenir sur ma question de tout à l'heure, parce que vous n'avez pas totalement répondu à la deuxième partie qui était... ça, c'est du journalisme. Sur vos ambitions. Voilà, à court, moyen terme. C'est important peut-être de savoir ce que vous préparez pour l'avenir. Alors, les ambitions, elles passent par les outils. En fait, on est en train de travailler au développement d'un outil numérique. Puisqu'on a un programme déjà dans les stades qui tourne depuis une dizaine d'années, ce que je disais tout à l'heure, qui s'appelle StadSup, qui utilise le stade comme un lieu d'apprentissage et de découverte des métiers, notamment métiers du stade, métiers du sport. Et on veut passer du stade réel, donc ce stade physique, à un stade virtuel pour offrir une alternative à tous les jeunes qui sont passionnés de jeux vidéo. Et on est en train de travailler au développement d'un serious game, ce qu'on appelle un serious game. Donc c'est un jeu où ils vont pouvoir retrouver des matières scolaires dans un stade éducatif. Voilà, exactement. Merci Pierre Mas, vous restez avec nous, responsable chez Diambars, notre ami Pierre Mas qui reviendra forcément dans l'année pour nous reparler encore de cette superbe organisation, association qui est Diambars. Chers amis, on a un peu de retard évidemment. On va sauter 1, 2, 3 thèmes, je sais pas, je vois Mamadou qui me fait les gros yeux. En tout cas, on va quand même parler de nos amis de chez Mediapro qui misent sur la Ligue des Champions. C'est l'heure du duel. Time Sport. Le duel. Non, voilà, c'est pas l'heure du duel de chez Yu-Gi-Oh! C'est un peu la manière de le présenter. Ça me fait toujours penser à ça. Très belle référence manga, Japanimation, international, ouverture d'esprit. Mediapro qui sort sa carte piège. On va parler de Mediapro, les amis, parce que Mediapro est en train de faire la guerre, ou va commencer la guerre, entre guillemets évidemment, avec des pincettes, au groupe Altice, après avoir ruiné les espoirs de Canal+ sur la Ligue 1, et les espoirs de beIN également sur la Ligue 1 d'ailleurs. Mediapro, mon cher Juan José Dorado, des gens que tu connais bien, veulent s'attaquer à Altice, ils veulent racheter les droits de la Ligue des Champions. Et on va en parler tout à l'heure, ils ont récemment acheté les droits de la Ligue 2. Ils ont les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 maintenant en France, sur certains matchs, c'est un package particulier, mais les meilleurs. Ils ont pris 2 lots sur 4 avec beIN. Et ils veulent maintenant s'attaquer à la Champions League, la Ligue des Champions. Alors la première chose qu'il faut savoir pour parler des Mediapro, c'est que ne parlons pas de foot, on parle d'argent. C'est du business, ça s'arrête là. Alors Mediapro, c'est un groupe espagnol qui a eu les droits de la Liga, qui a toujours une partie des droits de la Liga espagnole, qui avait acheté les droits du Calcio, même s'ils ont été révoqués par la suite, et puis qui, comme vous l'avez dit, avait acheté donc les droits de la Ligue 1 en France, ainsi qu'une partie de la Ligue 2. Mediapro, c'est un groupe catalan, c'est un groupe qui a été acheté par des Chinois, donc il y a des investisseurs chinois qui sont derrière, qui ont pris pratiquement le contrôle du groupe Mediapro. Alors, est-ce qu'ils vont faire la guerre à Altice? Certainement, parce que pour pouvoir profiter des droits de la Ligue 1 et gagner de l'argent avec, il va falloir créer une chaîne de télé. Aujourd'hui, ça paraît difficile, à un abonnement comme il a été annoncé autour des 25 €, de créer toute une chaîne de télé et puis additionner une nouvelle offre football. On sait qu'il y a celle des Canal, il y a celle de beIN est arrivée à 10 €. Il y a des RMC, donc il y a beaucoup. Mais n'oubliez jamais que Mediapro, comme je vous dis, c'est un groupe international avec des Chinois derrière, mais qu'il est allié, associé à beIN Sport en Espagne. Oui, c'est ça. Okay. Donc, puisque beIN Sport, une partie de ses moyens de prod sont loués à nos amis de Mediapro. Donc, il y a des relations économiques déjà établies entre ces deux groupes. Donc, ce n'est pas anodin que pour la Ligue 2, ça soit beIN et Mediapro qui ont raflé les droits. Ce n'est pas du tout anodin, parce que ça voudrait dire, on pourrait logiquement penser que dans quelques temps, ces deux groupes
pour effectivement aller chercher la Ligue des Champions. Pourquoi? Tout simplement parce qu'Altis a beaucoup investi. Ça lui coûte. Et il faut juste se rappeler. 1 milliard d'euros sur 3 saisons. Et ils ont commencé par la Ligue anglaise, où ils ont payé 100 millions d'euros tous les ans. Et maintenant, ils n'ont plus les droits, puisque vous savez, c'est Canal+ qui a récupéré les droits. Donc, Altis avait besoin de se désendetter. Donc, pourquoi pas effectivement une alliance Mediapro-BeIN pour récupérer la Ligue des Champions, sachant que pour Mediapro c'est important parce qu'il faut rentabiliser l'investissement qui a déjà été fait et le fait de créer une nouvelle chaîne. Et pour BeIN, son corps de métier c'est le sport, c'est pas comme Canal qui a le cinéma à côté. Non, c'est que le sport et ils ont besoin de récupérer la Ligue des Champions. Et donc cette alliance qu'on voit se dessiner comme ça pourrait prendre corps très rapidement effectivement. Mediapro étant très intéressé par ces droits. Ils sont liés aussi avec Amazon, je crois. Mediapro, ils proposent des partenariats. Mediapro, c'est un groupe international qui, et encore une fois, maintenant, ils ont les moyens, puisqu'il y a des investisseurs chinois qui sont derrière. Mais ce qu'ils ont fait en France, cet investissement, et qu'ils vont faire, est très important. Et donc, besoin d'aller chercher des accords. Et aujourd'hui, BeIN est plutôt le groupe avec lequel ils travaillent depuis plusieurs années en Espagne, qui pourrait venir les aider pour rafler les droits. Un retour sur le devant de la scène de BeIN, en tout cas, si on peut l'exprimer ainsi, parce qu'en perdant la Ligue des Champions, ils ont quand même perdu beaucoup, BeIN. Évidemment, ça, tu voulais rebondir là-dessus. Oui, Mediapro va faire la guerre à Altis, et c'est pas étonnant. Altis est venu faire la guerre à tous les autres. Donc, quelque part, c'est de bonne guerre. Altis a triplé les droits de la Ligue des Champions qui se vendaient aux alentours de 150 millions. Ils sont arrivés avec 350 millions, donc ils ont volontairement déréglé le marché. Maintenant, ça se paye parce que Altis avait misé à la base. C'est pas rentable, tu veux dire? En fait, Altis avait une stratégie qui n'a pas du tout fonctionné. Elle pensait que les gens étaient prêts à changer d'opérateur pour suivre le foot. Donc, ils pensaient que les gens allaient payer leur abonnement 30 à 40 euros et qu'il allait avoir une migration vers leur opérateur et faire une grosse émane financière d'un coup. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc, Altis a changé sa stratégie et a fait une offre pour les gens qui n'ont pas la box SFR et une offre pour les gens qui ont la box SFR. Pour ceux qui ont la box SFR, c'est 10 euros. Et pour ceux qui n'ont pas la box SFR, c'est 20 euros. Maintenant, Mediapro va arriver et Juan José l'expliquait très bien. Ça va être compliqué de créer une nouvelle chaîne, surtout à des tarifs à 25 euros qui sont au-dessus de la basée sur ce qui existe déjà. 25 euros, c'est au-dessus de la valeur du marché actuel. Aujourd'hui, on est plus à 10-15 euros pour regarder du foot. Mais si Mediapro veut afficher ses tarifs, c'est parce que Mediapro a l'ambition d'afficher tout le football international. Donc, c'est là où j'ai mis une réserve par rapport à ce que disait Juan. Je ne suis pas sûr qu'ils vont s'associer à BeIN en tant que première option. S'ils n'arrivent pas à décrocher tout le foot, ils vont s'associer à BeIN, mais je pense qu'ils vont vouloir faire cavalier seul et avoir tout le foot pour eux et proposer une offre à 25 euros et avoir aussi un nouveau mode de management, c'est-à-dire montrer le foot sur téléphone et sur tablette en priorité. Donc c'est un nouveau mode de management et on verra si Mediapro sera à la hauteur. Les droits de Ligue 2, ils les ont triplés aussi. Ça se vendait en moyenne à 22 millions par saison. Là, c'est passé à 62. Donc, bon, belle manne financière pour la Ligue 2. Nassim, tu voulais poursuivre sur ce sujet. N'oublions pas qui est Altis. Altis, c'est SFR derrière. Donc, SFR est un groupe qui a construit sa politique sportive par la dette, en espérant que derrière, ça allait apporter suffisamment d'argent pour se désendetter. Comme le font BeIN a fonctionné un petit peu de la même manière aussi quand elle a ses offres à 11, 12 euros. Très bas, sachant que SFR des abonnés. Sachant que SFR était déjà endetté avant de lancer sa politique sportive, ça n'a pas arrangé son cas. La preuve, ils ont perdu le football anglais et ils sont pas loin de perdre le football européen. C'est une stratégie comme une autre, mais c'est pas une stratégie saine. La preuve, c'est que ça devient de plus en plus compliqué. Et le pire dans tout ça, c'est que Saïd l'expliquait tout à l'heure. Altis pensait que les gens allaient se désengager de leur opérateur. Mais le pire dans tout ça, c'est que Altis, à mon avis, ne s'attendait pas à un tel... comment on pourrait dire ça? Vraiment qu'il y a une telle... animosité. Voilà, animosité, exactement, je cherchais le mot, dans les réseaux sociaux. Surtout, ça a été exprimé par les débuts de la retransmission de la Ligue des Champions. Avec les nombreux bugs et les nombreux couacs des consultants lors du début de la retransmission par RMC Sport. Il y a beaucoup de problèmes chez Altis et ça risque pas de s'arranger en allant et ça va être très très compliqué pour eux de garder les droits qu'ils ont. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis sur Time Sport, beurrefm.net, le site internet de Beurre FM, l'émission Time Sport. Merci à tous, merci à Pierre Mbaz d'être avec nous
nos amis de Jambars. Time Sport revient évidemment demain. Bonne soirée à tous sur Beurre FM. Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.